Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et j'ai moi-même fait évoluer mon métier pour exercer à présent des missions de LegalOps. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous recueillerez de nombreux conseils concrets pour mener à bien votre carrière et vous découvrirez les métiers émergents et innovants de demain. Je vous invite à vous abonner au podcast et à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Ah, et pour soutenir mes créations, c'est facile. Un petit clic sur ma page Coffee France en description et vous pourrez m'offrir un café. La canette servira à l'achat de matériel plus performant pour créer des contenus toujours gratuits. J'accueille aujourd'hui Cédric Vigneron qui a été LegalOps pendant 3 ans et demi chez Linkletters à Bruxelles. Cédric n'est pas du tout juriste puisqu'il vient du monde du consulting et de la finance. Comme vous le verrez, dans cette filière, beaucoup d'anglicismes sont utilisés. Il y en a même tellement que je mettrai sur mon site, en lien avec le podcast, une courte définition de quelques termes et expressions. Bonne écoute! Bonjour Cédric et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Alors, dans cette mini-série, on parle LegalOps et contrairement à beaucoup de mes invités, toi tu n'as pas un parcours juridique. Alors, est-ce que tu peux d'abord te présenter et nous relater ton parcours? Bien sûr, bien sûr. Bonjour Delphine, tout d'abord. Donc, je suis Cédric Vigneron, j'ai 34 ans et je viens de Bruxelles en Belgique. J'ai de l'expérience, j'ai 11 ans d'expérience en tant que consultant dans un grand cabinet de consultance. Ensuite, j'ai été analyste financier pendant 1 an. Et enfin, je me suis retrouvé chez Linkletters, qui est un cabinet d'avocats britannique, où j'ai été manager en Legal Operations. Là, j'ai terminé ma carrière là, il y a quelques semaines, et je viens de retourner de nouveau dans un cabinet de consultance. Alors, peux-tu nous dire pourquoi ce grand cabinet t'a recruté et quand? Quels étaient les objectifs? Oui, bien sûr. Donc, j'ai été recruté il y a 3 ans et demi, c'était en mai 2018. Et avec donc, comme je l'ai dit avant, une expérience en consulting où je suis un profil pas spécialement légal, avec différents objectifs. L'objectif, d'une part, c'était de mettre en place une équipe qui couvrait la gestion de projets sur les dossiers qui étaient pris en charge par Linkletters. Et de l'autre côté aussi, la mise en place de la catalysation de l'innovation au sein de l'entreprise et aussi pousser l'utilisation de la technologie sur les dossiers, mais également en interne, donc dans la population non avocate, optimiser la manière dont l'organisation se déroule, dont les processus se déroulent pour être plus efficace tout simplement. Et enfin aussi un peu regarder la manière dont on gère les projets par rapport à quel type de personnes et quel profil on utilise pour quelle tâche, pour essayer d'optimiser les coûts tout simplement pour nos clients et s'assurer que les bons profils étaient assignés aux bonnes tâches. Je pense par exemple ici à des paralégaux ou à des assistantes juridiques pour prendre en charge certaines tâches. Et ta mission a duré combien de temps? Parce que ça fait beaucoup de tâches là. Ça a duré 3 ans et demi, donc 3 ans et demi. D'accord. Et à qui tu reportais et à quelle fréquence tu reportais en J'avais interne? 2 lignes de reporting. D'abord, je reportais à Londres, au Head of Legal Operations. On parle d'une équipe de plusieurs centaines de personnes au niveau global hein, quand même. Et puis au niveau Belgique, je reportais au COO, donc au Chief Operating Officer. Mais alors au-delà de ça, j'avais évidemment aussi des sponsors du côté des avocats pour m'aider à driver les différentes initiatives dans les practices. On parle de gens, à la fois des associés et des partenaires, mais aussi des gens plus juniors pour s'assurer que la représentation était à tous les niveaux. D'accord. Alors toi, je l'ai dit au début, tu viens du monde du consulting et pas du monde juridique. C'est facile de travailler avec des juristes. Qu'est-ce que tu as eu comme difficulté? Quels freins tu as rencontrés? Euh, les freins, il y en a plusieurs, mais déjà, évidemment, arriver sans avoir aucune connaissance du business légal et de ses spécificités, évidemment, ça a mis du temps à comprendre et à tacler. Aussi une particularité qui est assez saillante du business légal et des gens dans la population légale, si je puis me permettre, c'est qu'on sent quand même une forte résistance au changement. Et c'est pas facile d'implémenter du changement dans les cabinets d'avocats et a fortiori aussi dans les équipes légales en général au sein même de compagnies, donc pas spécialement des cabinets d'avocats. Un autre point aussi, c'est qu'en général, les avocats, ils n'ont pas spécialement ou peu de connaissances techniques ou informatiques. Donc, arriver à parler le même langage et à se faire comprendre dans les deux sens, c'est relativement compliqué. Mais d'un autre côté, je pense que ça a été une opportunité de faire un pas en arrière et d'avoir une vue vraiment hélicoptère et
détaché du boulot d'avocat sur la manière dont se déroulent les choses et de la manière dont on peut les améliorer. Donc, à la fois des difficultés, mais aussi des opportunités de venir avec un point de vue différent. Et comment tu as fait, toi, pour justement faire adhérer les équipes et chaque avocat au projet et à la conduite de ce changement? Il y a beaucoup de manières de le faire, évidemment, mais tout d'abord, il faut. Enfin, il y a différentes approches, mais premièrement, il faut le faire en top-down, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a du sponsorship de la part des associés et des partenaires pour qu'ils poussent évidemment à adopter les nouvelles méthodes qui sont imposées ou mises en place. Donc ça, c'est la première chose. De l'autre côté, il faut aussi avoir une approche bottom-up et écouter les avocats, qu'ils soient juniors ou bien de seniorité moyenne, et s'assurer qu'on entend aussi ce qu'eux ont à dire et qu'eux, on a leur buy-in dans les projets qu'on veut développer, quoi. Pour ça, en général, il y a différentes méthodologies, hein, mais ce qui fonctionne très bien, c'est ce qu'on appelle une approche basée sur les pain points. Donc, c'est vraiment de discuter avec un peu tout et n'importe qui et comprendre chaque personne quelles sont les choses qui la freinent ou qui sont difficiles à faire au jour le jour pour s'assurer qu'on tacle vraiment ces choses-là. Et pourquoi est-ce que je parle des pain points? Parce que en général, les gens, ils aiment bien qu'on résout les problèmes qu'ils ont au jour le jour. Et tacler des pain points, ce n'est pas spécialement toujours compliqué. Et donc, le faire, en fait, ça permet aussi de créer tout simplement une certaine confiance avec les gens avec lesquels on travaille. Et puis, ils voient qu'on est là pour les aider et pas spécialement pour leur imposer des choses. Euh, mais au-delà de ça, il y a différents facteurs, enfin, différents leviers à prendre en compte. Il faut impliquer, je pense, tous les avocats, en tout cas le plus possible, dans la réflexion et dans le développement de nouvelles idées. Il faut identifier des champions au sein des différentes practices ou des départements qui s'assurent de prêcher la bonne parole et d'expliquer à leurs collègues quels sont les nouveaux outils et comment est-ce qu'on peut les utiliser. Un autre point super important, c'est vraiment de faire du suivi et d'en refaire et d'en refaire. Et quand un outil n'est pas utilisé, aller à la source du problème, essayer de comprendre pourquoi, mettre la main à la pâte, résoudre le problème, discuter avec les gens, mais ne pas laisser la chose couler tout simplement. En fait. Si on voit quelque chose qui a été délivré mais qui n'est pas utilisé, il faut vraiment creuser et comprendre pourquoi pour essayer de faire en sorte qu'à terme, c'est utilisé et que finalement, ce n'est pas un investissement de temps qui a été fait initialement, qui est perdu en quelque sorte, quoi. Oui, donc il faut vraiment identifier en fait tous les points de friction à tous les niveaux, pas seulement aller voir le top management, vraiment essayer de comprendre, enfin non, c'est pas essayer, c'est identifier le pourquoi il y a des points de friction, et après il y a un suivi, et quand tu parles de suivi, c'est quoi la fréquence, tu vas me dire ça dépend, mais en général, c'est quoi la fréquence d'un bon suivi? Ça dépend d'une practice à l'autre, mais nous, en général, ce qu'on essayait, comme on était une petite équipe, évidemment, on n'a pas la capacité de faire un suivi journalier. Donc, ce qu'on essaie en général, c'est de faire un suivi tous les 3 mois ou tous les 6 mois avec les partenaires / associés euh, pour dire un peu, OK, qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce que c'est utilisé? Est-ce que c'est pas utilisé? Est-ce qu'il faut mettre en place des efforts pour augmenter l'utilisation? Et alors, sur le côté aussi, identifier des nouvelles opportunités, des nouveaux sujets à mettre sur la table. D'accord. Et le suivi plus opérationnel, alors moins le reporting, mais le suivi vraiment opérationnel, ça se fait, j'imagine, alors pas au jour le jour, mais quand il faut aller demander, enfin interviewer les gens, ça doit se faire plus régulièrement, j'imagine, non? Ouais, on essaye de le faire, mais c'est compliqué évidemment de nouveau d'un point de vue capacité parce qu'il y a tellement de choses à faire. Ça va plutôt se faire autour d'un café, en passant dans le corridor, Hmm. éventuellement avec l'aide des knowledge lawyers. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en France, si vous avez un terme pour ça en français. Mais donc les avocats qui font toute la gestion de la connaissance, qui Ah aident oui, le aussi à... knowledge management, tout ce Oui, qui est voilà. ouais, ouais, la gestion de la documentation, en fait. Ouais. Tout à fait. Ouais, voilà. Ces gens-là Hmm. aussi sont aussi des catalyseurs parce qu'ils sont plus imbriqués dans les practices alors que nous, on était cross-practice. Et là où il n'y avait pas d'avocat dédié à la connaissance, on fait ça comme on peut. En théorie, si je devais dire, allez, pour une bonne gestion du changement, il faudrait au moins un suivi toutes les 3 semaines ou tous les mois. Maintenant, évidemment, c'est pas toujours facile par rapport aux contraintes de temps qu'on a. Et quelles ont été tes réalisations en tant que legal ops dans ce grand cabinet d'avocats à Bruxelles, en fait? Il y avait énormément de choses sur la table. Quand je suis arrivé, j'ai vraiment parlé avec tout le monde. On a identifié, je pense, une centaine, voire plus de projets qu'on pouvait conduire.
on peut pas conduire, on peut pas faire tous ces projets en même temps, évidemment. Donc, il s'agit de les prioriser, de choisir lesquels amènent le plus de valeur au cabinet et s'assurer qu'on les livre ceux-là. Donc, non atteints, mais je dirais ceux qu'en 3 ans et demi, on n'a pas encore eu le temps de tacler, mais qu'ils seront sûrement dans les années à venir. Mais en tant qu'objectif atteint, il y en a eu énormément. Je pense que sur le temps où j'ai été chez Linklaters, on parle de 3 ans et demi donc, on a délivré plus de 60 projets d'innovation en interne et aussi déploiement de technologies nouvelles ou bien poussées par Londres. Donc, en termes de choses qu'on a mises en place et d'outils divers et variés qu'on a mis en place au sein du cabinet, le but, évidemment, il y avait différents buts. Un, améliorer l'expérience avocat, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'expérience des équipes de support parce qu'on n'était pas uniquement focalisé sur les avocats. Éventuellement, réduire le temps passé sur des tâches qui sont rébarbatives et augmenter en fait le temps disponible pour des tâches à réelle valeur ajoutée. Mais par exemple, ce qu'on a mis en place, c'est un outil de workflow qui permet de dispatcher les tâches lors d'une due diligence au sein du département corporate, qui est supporté par de l'intelligence artificielle pour pouvoir identifier des clauses importantes, par exemple, dans des documents, ou bien rechercher des mots-clés et ou leurs synonymes via de la recherche intelligente. Donc pour ça, c'est quand même des gros projets qui nécessitent de l'entraînement de la machine via du machine learning, etc., etc. Au-delà de ça, on a développé pas mal d'outils Excel pour automatiser des tâches routinières. À titre d'exemple, on a automatisé la création de calendriers rétroactifs en vue de l'organisation d'assemblées générales, par exemple, dans la practice corporate. On a mis en place un outil Excel pour créer automatiquement des plannings, par exemple dans le cadre d'un merger control, dans un contexte concurrence/compétition, d'un merger control multijuridictionnel. On pouvait entrer les dates tout simplement dans une table et puis appuyer sur un bouton et on avait un planning/une timeline qui était créé automatiquement. Par exemple, dans le contexte emploi, on a mis en place un calcul des indemnités qui doivent être payées à l'employé et payées par l'employeur dans le contexte d'un licenciement. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est relativement complexe en Belgique, donc ce n'était pas un exercice aussi simple que ça. Mais donc voilà, comme je l'ai dit, au final, plus de 60 projets qui ont été délivrés, donc beaucoup de rythme. Et d'ailleurs, quelque chose, là je parlais d'Excel, mais un point qui est important par rapport à ça, je pense qu'on avait discuté déjà à l'époque quand on s'était eu au téléphone, Delphine. Je pense que le logiciel Excel en général, même si ce n'est pas le logiciel le plus sexy du monde, mais si le logiciel en tant que tel et les fonctionnalités qu'il offre étaient mieux connues au sein de certains cabinets d'avocats ou bien même d'équipes légales internes, on pourrait libérer des gains de temps qui sont super conséquents. Et à ce niveau-là, de nouveau, on en avait parlé, je pense qu'il y a un problème de non-connaissance de l'outil et un rejet des avocats à l'utiliser en général. De par Ça, le c'est fait vrai. qu'il n'y a pas vraiment, de par le fait qu'il n'y a pas vraiment une formation avant à l'université, et puis même chose à l'université, de par le fait qu'il n'y a pas eu vraiment de formation aux outils technologiques en général et ou à ce qui est legal tech. Donc, je parle par là des technologies qui sont dédiées à l'industrie légale. Oui, oui. Non, mais ça c'est vrai, oui. Effectivement, il y a un manque de connaissance de l'outil Excel en particulier, je pense, parce que les juristes en général, enfin avocats ou en entreprise, utilisent énormément Word, PowerPoint maintenant, mais c'est vrai que l'outil Excel est assez peu exploité encore Ouais, aujourd'hui. ouais. Mm. De mon point de vue, PowerPoint pourrait être aussi encore un peu plus exploité. Mm. Mais bon, après, évidemment, la ligne est fine entre passer beaucoup de temps pour pour améliorer un PowerPoint. C'est plus vraiment de la vie légale. Est-ce que c'est vraiment des choses où on veut Ça va investir venir, du ça temps? va venir. Euh, et un autre aussi, des autres choses qu'on a fait des choses qui amènent vraiment des gains de temps en général, c'est tout ce qui était automatisation de documents. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est des outils. En fait, on va se connecter à un questionnaire en ligne où on répond à certaines questions spécifiques. Ça peut être des questions à choix multiples, des questions avec un texte libre, etc., qui permettent à la fin, en fait, en un seul clic, de créer un template de document, par exemple un NDA dans un contexte corporate ou bien même un SPA, donc un Share Purchase Agreement, et de créer déjà la base du template qui sera à 80% correct et qui nécessitera à ce moment-là les 20% restants de travail légal complexe pour l'adapter au contexte du client, tout en se dédouanant des 80% de temps qui sont relativement à faible valeur ajoutée. Oui, et puis on évite les risques d'erreur, de copier-coller, etc., quoi. C'est aussi ça qui est Exactement, exactement. Et intéressant. on ne Mm. repart pas de précédent où éventuellement une clause a été droppée, etc. On essaie de prendre en compte l'ensemble des possibles.
Et comment tu évalues l'efficacité d'un process qui est mis en place? Il y a pas mal de manières. L'efficacité d'un process, c'est en général tout simplement demander aux gens est-ce que c'est plus efficace Ouais. qu'avant, est-ce que vous préférez, s'assurer que c'est utilisé. Mais avant, évidemment, de déployer un processus ou un outil, il faut s'assurer de tester et de le retester parce que il suffit d'une petite erreur pour tout simplement perdre la confiance et le lien avec les avocats. Donc ça, c'est très important. S'assurer de prendre en compte la plupart des besoins de la majorité. Euh, et en particulier, de nouveau, dans un contexte d'avocats, c'est assez important parce que les avocats sont des gens qui sont très minutieux et précis. Et ils veulent des outils qui couvrent 100% de leurs besoins. Mais malheureusement, en réalité, la plupart des outils vont couvrir la règle, ce qu'on appelle la règle 80-20. Donc, on va réussir à couvrir 80% des besoins, mais il y a 20% des besoins restants qui sont trop complexes à mettre en place, par exemple, ou qui n'amènent pas de valeur, et où l'investissement de temps pour les mettre en place, euh, ça va être plus de temps, en fait, à aller chercher, à implémenter ces 20% que le temps que ça va libérer. Donc, ça, il faut arriver aussi à faire comprendre, qu'en fait, on ne délivre pas des outils parfaits. Euh, et ouais, on a pris le maximum en compte pour les besoins de la société. Mais bon, en général, malgré tout, on va délivrer des outils, par exemple en itération, hein, on va délivrer une première version, et puis au fur et à mesure qu'on va recevoir du feedback ou des nouvelles fonctionnalités qu'on peut implémenter dedans, on va les analyser, voir ce qui fait du sens et ce qui n'en fait pas, et continuer à améliorer les outils pour amener ces nouvelles fonctionnalités. Euh, D'accord. et donc ça, c'est en aval, je dirais. En amont, évidemment, il y a toute une analyse à faire qui est initiale. Hein. Combien de temps est-ce que cette activité-là prend, par exemple? Combien de fois est-ce qu'on l'a fait sur une semaine ou sur un mois? Quel est le temps que ça va prendre pour la développer? Et puis, c'est tout simplement un retour sur investissement. Hein. Si le temps investi est inférieur au temps qu'on va gagner, mais ça veut sans doute dire qu'il y a un avantage à développer un outil, par exemple. Est-ce que tu peux dévoiler deux ou trois tips ou conseils de consultants, alors le consultant, j'ai bien dit, pour aider les juristes à mieux appréhender justement les sujets coût, rationalisation? Est-ce que tu aurais des petits tips à nous confier? Oui, oui. Euh, Premièrement, je pense que je l'ai dit avant, mais prendre une approche pain points, c'est quelque chose qui est très typique des consultants et qui fonctionne vraiment. Hein. Essayer de parler à un maximum de gens, essayer de voir quels sont les points récurrents entre ces gens, quelles sont les choses qui sont redites, parce qu'en général, c'est celles-là qui vont faire amener le plus de valeur parce qu'elles concernent une majorité de personnes. Donc, c'est quoi? C'est des interviews avec différents intervenants à tous les niveaux. Hein. Ça peut être des assistants juridiques, des paralégaux, des juniors, des partenaires, et puis aller réanalyser tous les résultats et trouver vraiment les points qui reviennent. Une autre chose, c'est que euh, un changement qu'on va apporter, il ne doit pas spécialement être transformationnel ou structurel. Hein. On peut sauver quelques précieuses minutes plusieurs fois au cours d'une même journée. Si on met tout ça de bout en bout pour une équipe de 20 personnes, ben, sur une année, ça représente des jours et des jours et des semaines, voire des mois de temps qui sont gagnés. Donc, c'est clairement des choses à prendre en compte. Il ne faut pas spécialement s'attaquer aux choses qui sont à des processus end-to-end, j'ai envie de dire, mais en fait, une petite tâche à elle seule, seulement en investissement, un minimum de temps pour l'analyser, trouver une solution pour l'améliorer, ça peut déjà sauver des heures et des heures sur une même année. Et je crois que c'est par ça qu'il faut commencer déjà, d'ailleurs, avant de faire des changements qui touchent l'ensemble de la population dans une équipe légale ou dans un cabinet, se focaliser sur les petits changements, ce qu'on appelle les quick wins dans le consulting, et des choses qui sont faciles à implémenter, mais qui libèrent une portion considérable de temps, avant de se focaliser sur des innovations plus radicales. Et en plus, ça permet aussi de montrer aux gens que ça fonctionne et de s'attaquer à des solutions, à des problèmes relativement simples dans un premier temps, et de créer la confiance avant de s'attaquer à des problèmes plus complexes. Quoi. Et t'as un exemple à nous donner de petits changements comme ça? Juste un exemple très simple. Chez nous, dans Word, il y a toute une série de fonctionnalités qui permettent de gagner beaucoup de temps sur un dossier. Par exemple, tout ce qui est les commentaires qu'on a sur un fichier Word, quand tu fais une review d'un document et que tu ajoutes tes commentaires, etc. Mm. On a un bouton, on peut mettre tous ces commentaires en note de bas de page.
Et ça permet quoi? Ça permet en fait, quand on imprime les documents, de pouvoir facilement voir les commentaires liés à différents passages d'un Word, plutôt que de les avoir. Je ne sais pas si tu as déjà imprimé des commentaires dans Word, Ouais, mais bah tu ne sais si, pas. si, non, mais c'est affreux, ouais. Sur le côté, on peut même plus les lire tellement en fait, Exactement. c'est trop long et donc c'est coupé, c'est en rouge, vert, bleu, orange, violet. Oui, Voilà. Et donc oui. là, ce qu'on fait, c'est on clique un bouton, tout va en note de bas de page. Du coup, c'est super simple à lire. Tu as la moitié de ta page qui est divisée au-dessus en texte, en dessous les commentaires, avec les numéros qui vont bien et qui permettent de faire le lien entre le texte et les commentaires. Super simple, mais des heures et des heures de sauver. C'était pas compliqué à mettre en place, comme tu peux t'en douter. Et par exemple, dans Word, on a 36 000 autres fonctionnalités qui permettent de vérifier les définitions, qu'elles sont toutes bien utilisées dans le document, de faire des cross-checks de références, s'assurer que quand une référence bouge, l'ensemble des références à cette référence bouge aussi dans l'ensemble du document. C'est juste 3 exemples, mais je pense qu'on en a 15-20 dans Word qui permettent de faire ce genre de choses. Des Et petits ça, changements. c'est déjà mis en place dans Word. Enfin, ce que tu dis, c'est que c'est qu'on les utilise pas ou c'est qu'il faut les implémenter. Enfin, il faut les mettre. Non, 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 on les a implémentés. On les a implémentés. D'accord, ok. C'est Oui, des donc c'est exemples, pas tu quelque vois. chose qui existe et qu'on n'utilise pas. Non, non, tout à fait. D'accord, ok. Mais Ouais, pour ouais. quelqu'un qui, voilà, effectivement, non mais je comprends. Pour quelqu'un ou à une équipe pour laquelle ça demande très peu d'efforts ou très peu de temps, ça paraît petit, mais en fait c'est énorme, quoi. Pour tout le monde en gain de temps. C'est ça? Oui, tout à fait. Ici, évidemment, nous, on parle de plusieurs milliers d'avocats chez Linklaters. Donc, si tu imagines ça au niveau de la population, c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Et aujourd'hui, tout le monde utilise ça, du coup. Bah forcément, puisque maintenant que c'est en Évidemment, place. il y a encore du changement. Il y en a qui ne sont pas au courant. Évidemment, les juniors, quand ils arrivent, ils ne sont pas spécialement au courant. Donc, il faut bien s'assurer, comme je le disais tantôt, hein, de s'assurer que c'est utilisé et de parler aux gens. Mais en général, Ouais. oui, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. En tout cas, là où ça fait du sens. Oui, puis comme tu disais tout à l'heure, si c'est un gain pour eux, forcément, ça va se savoir et donc tout de suite, ça va se répandre et tout le monde va l'utiliser au bout d'un moment, quoi. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, je crois que ton équipe s'est développée parce que tout à l'heure, tu as dit que tu étais effectivement chez Linklaters en tant que LegalOps, mais ça a continué ces projets-là maintenant que tu es parti. Donc, tu as mis une équipe en place, je crois. Comment tu as fait pour mettre une équipe de LegalOps en place? Oui, oui, donc on était 3 lorsque je suis parti. Et là, je suis parti, mais je sais qu'il cherchait à engager quelqu'un pour me remplacer. Euh, bon, ça s'est mis assez différent. Enfin, notre équipe, elle était assez versatile et c'était bien d'ailleurs. Et une personne qui était dans la société depuis longtemps, plutôt un profil technique, pas spécialement consultant ou légal, mais qui permettait du coup d'aider sur plein d'aspects techniques dans lesquels moi, je n'étais pas spécialement calé. Euh, Puis il y avait moi-même qui avait un background de consultant et avec beaucoup d'expérience dans des projets de transformation, que ce soit métier, donc processus, organisation ou IT, et où j'ai eu l'occasion de développer de la connaissance dans le milieu légal petit à petit. Puis enfin, on a engagé une personne qui a un double diplôme, l'un en droit et l'autre en économie, et qui avait dans le passé travaillé dans un petit cabinet d'avocats comme Low Knowledge Lawyer, donc gestion de la connaissance, et puis ensuite dans une start-up de Legal Tech qui faisait de l'automatisation de documents. D'accord. Euh, mais donc voilà, des profils légaux et non légaux, techniques et non techniques, et consultants et non consultants. Je pense que c'est c'est le perfect mix pour ce genre d'équipe. Ouais. Euh, Donc en fait, il n'y avait pas entre guillemets pur juriste enfin dans l'équipe LegalOps. C'était quand même c'était très diversifié, mais le seul juriste, il avait quand même une double casquette. Il avait une ouais, ouais. double formation, mais il n'y avait pas de pur juriste, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Non, il n'y en avait Ok. pas. À voir, hein, je ne sais pas s'il y a beaucoup de purs juristes qui existent sur le marché et qui sont intéressés par ce genre par les legal ops. En fait, en France, alors je ne sais pas en Belgique, mais il y a pas mal de juristes assez seniors qui n'ont pas forcément envie de continuer à être directeur juridique ou à être autant dans l'opérationnel que ce qu'ils faisaient avant. Et donc, comme ils sont intéressés par aussi le développement de toutes ces nouvelles technologies et d'améliorer tout le fonctionnement d'une direction juridique, s'intéresse de très près en fait à ces fonctions de LegalOps.
C'est intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Et est-ce que la fonction de LegalOps se décline en différents niveaux d'expertise selon toi? Est-ce qu'il y a, je sais pas, celui qui est plus dans l'administratif, celui qui est plus dans la stratégie, celui qui est plus dans l'optimisation, ou est-ce que voilà, le LegalOps, il doit faire un peu tout et ou est-ce qu'il y a des niveaux d'expertise attendus? Ça dépend un peu, hein. Ici, moi, j'entends Legal Ops comme la fonction qui va pousser la transformation au sein du cabinet. Et donc, évidemment, il y a différentes tâches à faire au sein de l'équipe, hein, qui vont de facto de la stratégie à l'administratif, pardon, en passant par des phases d'analyse et de mise en place. Et donc, il est important à ce niveau-là de répartir les activités en fonction des affinités, des compétences de chacun. Euh, Évidemment, si on prend par exemple un paralégal, en soi, à proprement parler, c'est quelqu'un qui fait partie de Legal Ops. Mais évidemment, on a besoin de paralégaux pour construire, pour délivrer certaines tâches sur des mateurs. Et donc là, évidemment, il faut une expertise spécifique. Je veux dire, par là, moi, je n'aurais pas pu être paralégal parce que j'ai tout simplement pas les connaissances. Euh, donc, je dirais, pour la stratégie Legal Ops, c'est la transformation d'un département ou d'un cabinet. Il faut toutes sortes de profils. Enfin, il faut des gens qui sont relativement multidisciplinaires. Maintenant, si on parle de l'application de LegalOps, donc un paralégal, un project manager, etc., là, il faut des gens qui ont une formation qui est liée à ça, évidemment, si ça fait du sens. Hmm. Et Et donc, justement, moi, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que vous avez, enfin, ton équipe et toi, vous avez implémenté des outils mais est-ce que vous avez mis vraiment ou implémenté carrément des legal tech ou comment vous les avez choisis, pour quels besoins? Est-ce que ça a été aussi dans vos projets? oui, bien sûr. Donc, la sélection des outils par rapport aux besoins, elle est faite en ligne avec ce que j'ai dit précédemment, quoi. Quels sont les quick wins, prioritisation en fonction allez, du retour sur investissement, discussion avec l'ensemble des gens dans la société. Sans vouloir rentrer dans les détails, évidemment, il y a aussi différents outils qui sont disponibles au sein même de Linkletter, c'est qui sont plus poussés par l'entreprise au niveau global. Donc, on a déjà onboardé à Londres, par exemple, et dont on veut s'assurer qu'ils sont utilisés également dans les juridictions. Donc, il y a deux besoins. Il y a des outils qui sont pertinents au niveau global et qu'on essaye tout simplement de pousser nous-mêmes à notre petit niveau en Belgique. Mais alors aussi, on a des besoins plus locaux où on va un peu regarder sur le marché ce qui existe et faire un peu notre recherche localement. Et si parmi ces outils qu'on identifie localement, il y en a qui en fait sont pertinents d'un point de vue global, on va aussi remonter ça au niveau global pour les considérer à un niveau plus large dans la société. Donc, on va scouter le marché, enfin, rechercher sur le marché, euh, considérer également, comme je l'ai dit plus tôt, le développement d'outils qu'on peut faire nous-mêmes, hein, par exemple avec Excel ou bien avec d'autres choses, ou bien avec notre équipe technologique à Londres qui peut faire du développement Développement? Ouais. informatique dédié. D'accord. Euh, mais en ce qui concerne la sélection de ces outils, on passe en général à travers beaucoup d'étapes indispensables, hein. Évidemment, il faut regarder qu'est-ce qui est disponible sur le marché, quelles sont les fonctionnalités offertes par les différents outils, pardon, quel est le prix, faire une due diligence de l'outil d'un point de vue risque, d'un point de vue sécurité informatique, d'un point de vue business case, est-ce que le retour sur investissement est positif, tester les outils avec les populations concernées et faire des adaptations si c'est besoin pour les adapter aux besoins des utilisateurs, passer par des négociations avec le vendeur. L'onboarding d'un nouvel outil, ça prend du temps, quoi. En tout cas, dans un gros cabinet ou dans une grosse équipe, ça prend du temps parce qu'il y a tout un processus de risque qu'on doit suivre, en particulier étant donné que on parle ici du métier d'avocat et qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, hein. Une fuite de données, Ouais. ça peut coûter très très cher à une société. Donc voilà. On est d'accord que mettre des outils en place, c'est complètement inutile si on n'a pas bien identifié les besoins et les pain points bien en amont, quoi. C'est ça, en fait, hein, Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est marrant que tu demandes ça parce que je sais que, en tout cas, j'ai déjà entendu parler de certaines sociétés, que ce soit donc de nouveau des équipes légales au sein d'une société ou bien des cabinets, qui en fait vont trop rapidement sauter sur un outil parce que ils se disent on a besoin d'un outil pour ça, on le fait. Et puis en fait, comme il n'y a pas eu en amont d'analyse des besoins et de s'assurer de en fait, quel est le fit entre l'outil et nos besoins et nos processus à nous et la manière dont nous on est organisé, ça amène directement à des catastrophes en fait, hein, des outils qui collent pas du tout aux besoins, etc.
et où finalement on se retrouve à ne jamais utiliser l'outil et à s'en débarrasser par après. Donc, c'est très important de faire du travail en amont d'un côté, mais alors aussi autre chose, c'est aussi s'assurer que quand on collecte ses propres besoins, de les repenser. Parfois, il y a des choses qu'on fait parce que historiquement, on l'a toujours fait, ou bien parce que c'est comme ça que ça se fait. Mais en fait, se dire pourquoi est-ce qu'on ne les ferait pas différemment. Parfois, il y a des outils qui vont venir avec des autres méthodes de travail, mais qui sont en fait tout à fait pertinentes. Et à ce moment-là, au lieu de dire moi, je ne veux pas de cet outil parce qu'il ne satisfait pas mes besoins, se dire est-ce qu'on ne transformerait pas, nous, notre manière de travailler pour coller l'outil parce que ça fait du sens. Donc voilà, il y a pas mal de considérations, mais voilà. Il faut un peu challenger aussi, c'est ça, en interne, parfois, les acquis ou c'est ça, Le tu dis? status quo, oui, oui, Ouais, tout à fait. d'accord. Comme on dit, une de nos grandes phrases en consulting, de nouveau, c'est adopt, don't adapt. Donc, ça veut dire adopte l'outil au lieu de l'adapter pour qu'il colle à tes besoins. Pourquoi? Parce qu'évidemment, adapter un outil, ça veut dire des coûts, ça veut dire du temps, ça veut dire de l'argent. Et au final, parfois, il suffit juste de repenser sa propre méthode de travail et de soi-même adopter l'outil. Et ça fonctionne très bien aussi. Ah, d'accord. Ah, bah, je ne connaissais pas la petite phrase en question. Ok. Et bah, justement, en parlant de méthodes de consulting, est-ce que, à ton avis, ces méthodes, elles peuvent s'adapter à tout secteur, y compris le secteur juridique? Est-ce que le LegalOps, finalement, c'est un consultant comme un autre? Je pense que clairement, les méthodologies, elles sont utilisées en consulting, elles sont utilisables dans toute industrie, hein. Enfin, il y a peut-être une petite différence entre une industrie de service et une industrie de produits. Mais en tout cas, les méthodologies utilisées en industrie de service, elles sont utilisables dans toute industrie de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire analyser les besoins, les prioriser, faire un business case, délivrer des changements, s'assurer que le changement est bien adopté par les populations derrière et faire toute la gestion de projet autour de ça. C'est-à-dire ça, enfin, je veux dire, c'est une méthodologie classique. Donc, le LegalOps, oui, c'est un consultant comme les autres, à la particularité près qu'il faut passer beaucoup de temps à s'intéresser aux spécificités du métier d'avocat, qui n'est clairement pas un métier comme les autres et qui est dans une certaine mesure difficile à comprendre ou à rendre tangible quand quelqu'un n'a pas une base ou une formation légale, hein, donc pour le commun des mortels. Oui, donc pour ça, enfin, en tout cas, ça, c'est un avantage pour le juriste qui veut devenir LegalOps, c'est que lui, il connaît très bien le métier. Après, il connaît peut-être moins bien effectivement, les ressources du consulting, mais au moins le métier, il le connaît parfaitement bien. Tout à fait, tout à fait. Mais après, est-ce qu'un juriste arrivera à faire la règle du 80-20? Ça, c'est le plus Mais oui, il y arrivera. Mais donc, on en revient un peu aux différents profils, entre guillemets, idéaux que j'ai énoncés précédemment, qui ne sont pas faciles à trouver, je pense. Peut-être que, comme tu le disais, en France, c'est déjà un peu plus élaboré, mais en tout cas, en Belgique, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, je suis persuadé que ça va continuer à... Allez, qu'on va voir, en tout cas, le nom Legal Operations, ou bien le futur nom que ça aura, venir de plus en plus sur les bouches et sur LinkedIn au fur et à mesure que le temps passe. Oui, c'est ça, parce que, enfin, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus, mais quel avenir tu vois à cette profession ou au LegalOps, mais moi j'ai l'impression que ça prend de l'ampleur et que ça se développe beaucoup et que c'est un peu comme le contract manager il y a quelques années qui n'était pas tellement pas si connu et maintenant on en voit de plus en plus en fait. Oui, tout à fait. Et puis, d'un côté, c'est parce que je crois que le besoin, il est intrinsèque, c'est-à-dire que ça amène clairement de la valeur, mais en plus, il y a du push des départements procurement pour payer moins, de conseillers externes pour faire plus avec moins. Donc, malheureusement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à partir du moment où on met des contraintes financières, qu'on les impose à une équipe, mais il faut trouver des solutions pour pouvoir s'y satisfaire. Et je pense que Legal Operations, c'est la clé pour pouvoir en fait améliorer la manière dont on fonctionne. Sans ça, c'est très compliqué. Un beau mot de la fin, on va dire. Mais en tout cas, on arrive à la fin de cet entretien. Je te remercie énormément, Cédric, pour ta confiance. Merci beaucoup. C'était un plaisir et bonne chance. Je vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cet épisode. Pour poursuivre l'aventure de ce podcast, je vous remercie de partager sans modération. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez visiter mon site www.legaloperations.be
podcast.toutdroittoutsimple.com. Si vous avez une envie de partager votre expérience, votre vision du métier ou vos idées nouvelles sur les métiers du droit, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!